l'appliquer. Donc, à chaque fois, la personne qui prend la parole, ou moi-même, je dis 2-3 mots. Chacun, quand il prend la parole, il dit 2-3 mots pour dire d'où je parle, d'où je viens, et ensuite partage ce qu'il a à dire. Alors, ce que je vous propose quand même, c'est que on interagisse après que ces personnes aient parlé, parce que sinon, ça peut très vite ouvrir des dialogues, et il vaut mieux créer un petit peu tout ce partage d'abord. Enfin, tout ça sont des hypothèses, hein. C'est une façon d'organiser les choses. Il pourrait y avoir 1000, mais voilà. Alors, donc, je vais donner la parole d'abord à Christophe Martel, alors, c'est en quelques mots. Donc, tu as travaillé dans l'édition à des postes de management d'équipe, et tu t'es formé donc depuis maintenant 3 ans au coaching et à la naturopathie. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu voudrais nous partager autour de ce thème? Moi, ce que m'inspire ce thème de la fatigue, c'est d'une part un questionnement sur qu'est-ce que la fatigue et qu'est-ce qu'elle représente. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est multifactoriel, qui peut provenir de plein de sources différentes, qui est perçu de manière très individuelle également. Et par ailleurs, c'est comment la fatigue se traduit sur l'individu. Et moi, j'ai une approche de l'individu qui est globale, c'est-à-dire que je prends en compte plusieurs plans, c'est-à-dire l'aspect physique avec la physiologie, la biologie, l'aspect émotionnel, l'aspect énergétique, l'aspect mental. Et tous ces domaines sont en interaction les uns avec les autres. Et ils peuvent être à la fois des vecteurs, des portes d'entrée ou des moyens d'action sur la fatigue. Voilà, donc c'est un questionnement que j'ai. Et par ailleurs, ça rejoint aussi un autre questionnement, c'est comment se traduit la fatigue sur notre comportement, comment elle est portée par l'individu et quelles sont ses implications. Voilà, donc c'est un peu ces questions que je soumets et sur lesquelles je voulais échanger un peu aujourd'hui. Voilà, pour faire très court. D'accord, très bien. Non, mais ça pose l'étendue justement de la question. Voilà, après chacun pourra revenir sur certains aspects. Alors, je vais donner la parole, on va faire fille-garçon, garçon-fille, je ne sais pas si ça va suivre, à Minh-Lan. Que moi, j'ai connu Minh-Lan parce qu'on a travaillé ensemble, hein, on était dans la même entreprise avant que moi je sois indépendante. Et donc, aujourd'hui, donc, tu es dans le secteur de la santé. Et tu es jeune maman aussi, voilà. Et je crois, enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu vas développer, parce que tu as développé plusieurs thèmes et tu avais évoqué la possibilité de la résilience ou la compétence. Voilà, tout à fait. Merci Eva. Oui, du coup, Minh-Lan Nguyen, je travaille dans le diagnostic médical, effectivement, et j'ai toujours travaillé dans les produits de recherche. Et je m'intéresse beaucoup à la science en général. J'ai une formation en biologie, mais j'aime beaucoup comparer sciences dures et sciences molles ou vivantes, voilà, et faire des parallèles effectivement avec la vie, parce que j'en trouve énormément. Et en tant que jeune maman et en tant que aussi aidante familiale, parce que ma fille est handicapée, la fatigue, c'est quelque chose que je conscientise et que je vis, que je perçois. Et effectivement, on en a un petit peu parlé. Je parlais de la fatigabilité en tant que compétence notamment. Ou compétence acceptée. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, la fatigue, c'est quelque chose qui est vraiment un mal qui est reconnu par la sécurité sociale, hein, qui peut donner lieu à des arrêts de travail, qui peut donner lieu à des recherches diagnostiques pour savoir quelles sont les causes. Ce qui est très intéressant, c'est que la sécurité sociale, ça touche en particulier ce qu'on appelle les YUPIs, les Young Urban Professionals, donc les gens peut-être un petit peu comme moi, en plein dans leur carrière, jeunes parents qui veulent faire plein de choses, et puis d'un seul coup ils sont fatigués, qu'est-ce qui se passe? Moi, ma fille qui est en IME, on me parle aussi beaucoup de sa fatigabilité comme étant une condition parfois nécessaire
à son accueil en IME, c'est-à-dire qu'on va dans un institut spécialisé pour accueillir les personnes handicapées et on finit par conditionner leur accueil au fait que ça les fatigue pas trop. Vous voyez, donc je trouve ça toujours intéressant de voir le côté perception et par rapport aux perceptions des uns et des autres, et là en l'occurrence c'est la perception de l'autre, de notre fatigue, qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, moi je m'interroge énormément sur a-t-on le droit d'être fatigué tout simplement? Est-on soumis au diagnostic des autres? Vous êtes fatigué, du coup, voilà ce qu'on va faire de vous. On va vous orienter vers un diagnostic, vers un arrêt d'activité, vers un arrêt d'orientation, vers un arrêt d'aide. Et effectivement, est-ce que c'est pas une compétence à un moment donné de savoir percevoir que l'on est fatigué ou savoir percevoir que l'autre est fatigué et juste l'accepter et sortir un petit peu de ces attendus qui finalement sont très liés à notre habitus, à notre culture. En France, on n'a pas tout à fait le droit d'être fatigué, mais pas tout à fait comme au Japon, par exemple. Voilà, quelques petites interrogations par rapport à ces notions-là. D'accord. Très bien. Donc, on va enchaîner avec Jean-Louis Muller, qui est systémicien, qui a été associé Ségos et qui soulignait que tes interventions, ça a été beaucoup dans le domaine du climat social, qui serait aujourd'hui les risques psychosociaux. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, comment tu peux nous parler de la fatigue en tant que fonction, peut-être, fonction dans un système? Justement, au départ, je n'avais pas fait de travaux théoriques sur la fatigue, simplement, j'avais remarqué un certain nombre de choses. Oui. Parce que quand je suis rentré à Ségos en 78, j'ai eu très vite la responsabilité de l'offre direction des usines. Et à l'époque, les directeurs d'usines se plaignaient d'une grande conflictualité. Et donc, les questions, c'était comment faire avec mon syndicaliste CGT, comment faire avec FO, etc. Et petit à petit, dans les années 84-85, j'ai vu apparaître une nouvelle demande, c'est « Ah merde, il n'y a plus de conflit chez nous ». C'est-à-dire, il n'y a plus de conflits ouverts, il n'y a plus de grève et tout, mais en même temps, oulala, augmentation de l'absentéisme, baisse de la productivité, baisse des indicateurs qualité, augmentation des accidents de travail. Et donc, qu'est-ce que ça cache tout ça? Et donc, grâce à cette question de clients, j'ai eu la chance de pouvoir être payé en allant poser des questions aux personnes concernées. Et je me suis aperçu, en fin de compte, qu'il y avait… Alors, c'est très schématique ce que je vais raconter, la vie est plus complexe que ça, mais en gros, il y a 4 grands pôles, me semble-t-il, de fatigue. Alors, il y a une première que j'ai perçue, c'est que j'ai rencontré des gens heureux qui se déclarent fatigués, mais fatigués parce qu'ils ont fait quelque chose de physiquement dur ou un grand challenge qui avait du sens. Et que là, vraiment, il y a ce bonheur d'être ensemble dans la fatigue et que du coup, cette fatigue, quelque part, nous autorise à prendre du repos et le cas échéant à faire une fête après. Donc, il ne me semble pas que cette fatigue-là soit problématique. Mais bon, peut-être que je me trompe. Il y a une deuxième fatigue que j'ai perçue, c'est quand je posais des gens qui se présentaient comme fatigués, et je leur disais, bon alors, allez, dites-moi contre qui vous en avez. Et alors là, ça sortait. Alors d'un seul coup, c'est en fin de compte la fatigue comme étant plus acceptable que la colère. Alors, j'ai été chercher là, et en fin de compte, j'ai observé chez des parents, moi-même j'étais parent, il y avait des gens qui, des fois, les mômes se battent entre eux, vous savez, le soir, avant le dîner, s'il y a des invités, et la mère ou le père qui dit « Oh, excusez-les, ils sont fatigués ». Comme si la fatigue était plus acceptable que d'être en colère. Il se trouve qu'après, j'ai été voir du côté de l'analyse réactionnelle, et effectivement, il y a un modèle chez eux qui s'appelle le Racket System, où il semblerait que la fatigue soit pour certaines personnes plus acceptable que de se montrer en colère. Une troisième chose, il y a, alors cette fatigue-là, je l'ai rencontrée non pas en secteur industriel, mais plutôt, par exemple, dans des technocentres, dans des trucs où il y a beaucoup d'ingénieurs, où il y a les Young Urban, là, etc., où il y a beaucoup de travail intellectuel, etc. C'est des fatigues que, en fin de compte, c'est la fatigue presque de la dépression, quoi. C'est-à-dire, je suis fatigué, je ne fais pas beaucoup de trucs, si ce n'est que je m'ennuie, que ça n'a pas de sens, tout ça. Et donc, alors je ne sais pas si c'est du racket, ça, je n'ai pas fait le lien, mais en tous les cas, il semblerait qu'il y ait une fatigue tristesse, quelque part.
Et puis alors, il y a aussi, et ça j'ai rencontré ça dans une grande compagnie américaine dont je tairai le nom, où ils avaient travaillé sur les contre-indications au leadership. Parce qu'ils pensaient qu'en fin de compte, si on mettait 1000 personnes, 1000 leaders à côté de nous, il y aurait 1000 styles différents. Donc leur question, c'était comment on fait pour repérer des gens qu'on va vite nommer au management. Et ils avaient trouvé les contre-indications. Alors ce qui est marrant, c'est que la première contre-indication, c'est la fatigabilité. Alors maintenant, ça me fait un peu rire, ça, parce qu'il me semble que là aussi, c'est un excès, c'est-à-dire en fin de compte, ne pas accepter sa fatigue. Et je pense que ne pas accepter sa fatigue ou de se vanter de jamais être fatigué, ça peut poser problème. Bon, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais dans le temps limité, voilà en gros ce que j'avais envie de vous dire. C'est déjà très, très dense. Merci. En plus, c'est intéressant parce que chacun peut se reconnaître un peu. Hein. À chaque endroit, ça peut être des phases aussi. Donc, je vais passer la parole à André, qui, lui, fait un peu transition, jonction, parce qu'il a des questions à nous poser sur ce que ce thème-là a évoqué. Alors, bien entendu, on peut reprendre des choses qui ont déjà été mentionnées par ailleurs hein, dans la réflexion. Mais voilà, enfin, il va y avoir un biais de perception d'André. Oui, merci Eva. On a préparé ça. Alors, il y en avait 3 questions, mais il nous en est resté que 2 au fil des semaines depuis que le thème est sorti. Et je trouve que ces 2 questions sont importantes. Alors, ce sont des questions qui vont faire transition entre ces apports. Hein. Merci hein, Jean-Louis, Christophe, Mina. J'ai appris plein de choses en fait, mais ça demande à être développé. Jonction entre ces apports, hein, ni théorique, mais plutôt clinique en fait, et puis vous-même, votre clinique intime à vous. Alors, la première question, elle est autour du thème qui est un thème patient chez moi, c'est en quoi ce qu'on vit au présent se source peut-être dans notre histoire intime passée. C'est une hypothèse, hein, c'est pas une thèse, c'est une hypothèse. Voilà, la fatigue comme une histoire intime. Alors, on a donné notre corps à notre science, Eva et moi, et on s'est souvenu de phrases qui tournait dans notre cercle familial. Une des phrases qui tournait, on vous laisse trouver d'Eva ou de moi qui disait ça, enfin qui nous disait ça. Qu'est-ce que vous me fatiguez, les enfants, je n'en peux plus. Autre phrase entendue chez l'une ou l'autre de nous deux, les enfants, il faut les fatiguer à mort. Oui, il faut bien les tuer. Comme ça, à la fin du jour, ils te foutent la paix. Alors, ça, c'est deux accroches. La question que qu'on vous pose, c'est quelle phrase avez-vous entendue, vous peut-être, et qui vous revient là maintenant, jadis, autour de la fatigue, et que vous avez peut-être incorporé, mine de rien. Hein, notre postulat, là, c'est que la fatigue est une histoire, nous, espèces fabulatrices, qui se source dans des petites phrases, parfois assassines ou parfois encourageantes, qui vont nous faire ressentir des choses qui ne sont pas peut-être notre vraie sensation. Première question. Deuxième question, donc je lance comme ça, hein, il n'y aura pas de protocole pour répondre, c'est vous accrocher à ce qui vous accroche, contre ou pour. Deuxième question, alors c'est un petit peu sulfureux, j'ai un côté pour ceux qui me connaissent toujours à tourner avec un mauvais esprit, on dirait, c'est sous la couette, en famille ou entre amis, le soir ou le dimanche. Oh non, laisse-moi, je suis trop fatigué ce soir. C'est une phrase que vous avez peut-être entendu dire. Homme ou femme, Inland disait la fatigue chez les hommes. Donc c'est comme si la fatigue pouvait être, peut-être, hein, j'en sais rien, une forme de paravent chinois. Contre quelque chose d'autre. Une autre phrase, oups, non, moi je vais vous laisser la faire toute seule, cette balade. Là, je suis trop fatigué. C'est le dimanche, par exemple, en famille ou entre amis. Donc, la question pour vous, ce serait à quel moment vous utilisez peut-être la fatigue un peu comme un acte manqué, c'est-à-dire comme une manière de réussir un désir inconscient au fond, comme si la fatigue était un marqueur, apparemment à nouveau, d'un désir plus intime, que vous n'arrivez pas à afficher spontanément. Voilà. Donc, les questions sont lancées, peut-être que des réponses vous sont venues spontanément, et puis je laisse Eva animer le popcorn, on appelle ça, c'est la méthode popcorn, c'est... Maintenant, et que ça saute. Et que ça saute. Et les petites facettes de la vignette s'animent.